Pro. Bienvenue à Malaga pour la présentation de la nouvelle Diavel 1260S. Alors, qu'a-t-elle de nouvelle cette 1260S? Alors déjà, nous sommes sur la version S, il y a une version standard, une version S. La version S est dotée de suspension Öhlins, un amortisseur Öhlins, d'une fourche de 48 mm à l'avant Öhlins également. Mais qu'a-t-elle de nouvelle cette Diavel 1260S? Son cadre est entièrement nouveau, il est inspiré de la X-Diavel. Nous voyons qu'il n'y a plus les échappements sur le côté, les deux gros tubulures qui ressortaient sur la première Diavel. Le cadre est nouveau et la géométrie est différente. Elle a gardé son gros gommard à l'arrière de 240, c'est énorme. C'est le Diablo Rosso 3e génération, avec un profil, nous dit-on, type MotoGP. C'est vrai qu'il a une bonne gueule, en tout cas, il a du grip. On peut mettre du gaz avec ça et on se régale. Le moteur, c'est le 1260 DVT Ducati que l'on connaît déjà sur les Multistrada, que l'on connaît également sur la X-Diavel, mais qui n'équipait pas la précédente version de la Diavel. Ce moteur a la particularité d'avoir une admission variable, ce qui permet d'avoir à bas régime une moto très onctueuse, coupleuse, plus de souplesse. On peut venir flirter avec les 2000-2500 tours, dans 60 km/h sur le dernier rapport, 6e. Ce qui est incroyable pour un gros twin comme ça, très performant. Et puis la furie dans les tours est une niaque incroyable. Il y a 3 modes de conduite, touring, urban et sport. On est en mode touring, on roule tranquille. On est à 110, aux alentours de 4000 tours. Et hop, on veut doubler. On met un coup de gaz, la moto tracte, ça part. Et on ressent encore un coup de pied au cul, en plus. Et on est déjà à 160. Et là, on sent qu'il y a une poussée phénoménale qui vous arrive, en plus. C'est une moto extraordinaire. Et alors, dans les tours, ça y est, on est mondial superbike dans les grandes heures du Twin Ducati. Donc, bien sûr, elle est équipée d'un pack électronique extrêmement complet. Tout ça est paramétrable très facilement au guidon sur le petit écran TFT 3,5 pouces. C'est intuitif, c'est bien fait. Alors c'est vrai qu'on s'habitue de plus en plus à ce genre de commande sur les motos, on s'habitue de plus en plus à utiliser tout ça avec nos smartphones. Mais Ducati a fait des très gros progrès pour que tout ça soit utilisable facilement sans se poser de questions. Que dire aussi? Elle a le shifter up and down. Alors le shifter up and down, on accélère, on passe ses vitesses sans couper les gaz. C'est un régal. Quand on est dans les tours, ça claque. Alors pas trop d'intérêt en ville. Je pense qu'avec l'embrayage, c'est plus smooth, c'est plus sympa. Mais quand on est dans les tours et qu'on tire un peu dedans avec le shifter, c'est vraiment génial. On est bien assis. Je vous laisse regarder un petit peu le triangle de position. Beaucoup de confiance grâce à l'électronique, beaucoup de confiance grâce à un freinage incroyable. Vous voyez que sur la version S, on a le Brembo M50, un électrier monobloc, 4 pistons, ça freine du feu de Dieu. Donc avec les traction control à l'arrière paramétré, l'ABS cornering qui va fonctionner en virage, on rentre avec beaucoup de confiance dans les virages. La moto, elle paraît grosse, elle paraît lourde, elle fait 218 kg à sec, 8 kg de plus que la première génération, pour un poids tout plein fait de 244 kg. En termes de confort aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a une selle qui est bien creusée, qui est bien faite, assez large pour le passager, avec une poignée escamotable très facilement en soulevant la selle. 159 chevaux, 9500 tours. On a un 13 mètres kg. Là, on a beaucoup de coupe. Vraiment, c'est du superbike dans une partie cycle custom avec une position proche de roster. Voilà, ça, c'est le tour de force de la Diavel. Alors, vous allez penser que cette nouvelle Diavel n'a que des qualités. Et non, elle a un très gros défaut. Son prix. Son prix, car la Diavel standard commence à 20 490 € et celle-ci, la Diavel 1260S, coûte 23 490 €. C'est un prix élevé, on a de la qualité, on a de la finition, on a du plaisir de conduite. Reste quand même, le prix des motos a vraiment flambé
Et voilà, et ça, s'il devait y avoir un point noir sur cette Javel, c'est vraiment son prix qui ne la met pas à portée de tous. Allez l'essayer, faites-vous votre idée, vous serez surpris par ce gros diable qui a plus d'un tour dans son sac. Bonjour, 2019 est une année de commémoration. Nous célébrons les 50 ans de la CB750, les 25 ans de la Ducati 916, les 70 ans de la marque Laverda, mes 40 ans de permis aussi, et la résurrection d'une machine mythique des années 80, la 1100 Katana. Quand Suzuki présente cette machine en 82, tout est surprenant. D'abord son design, qui a été confié à un cabinet de design allemand qui s'appelait Target. En France, les motards très conservateurs n'ont pas du tout adhéré au design de la Katana. En Angleterre, un peu plus, et au Japon, c'est une moto mythique. Il est vrai que quand on la détaille, tout est surprenant par rapport aux machines des années 80. Cette face de squale ou de Raymanta, son réservoir à la forme étrange, le mélange des couleurs, on n'était pas habitué à avoir une selle bleue, grise avec un dosseret de selle bleue. Heureusement, le 4 cylindres de 1100 cm3 était une référence à l'époque. Celui-ci, dans cette version-là, développait 100 chevaux. La 1100 Katana tient son nom d'un sabre de samouraï. Et c'est sûrement une des premières fois où une marque japonaise abandonne son logo pour avoir un Suzuki en rouge orangé et un petit logo stylisé du plus bel effet. Cette Katana se distingue aussi par son ensemble compteur-compte-tour intégré dans un seul bloc. On peut aussi s'attarder sur la taille des clignotants. À l'époque, la chasse au poids était encore quelque chose de superflu. Et je pense que chaque clignotant pèse au moins 500 grammes. Dans les années 80, les ingénieurs japonais se tiraient une bourre technologique à grands coups de gadgets plus ou moins inutiles. Et l'anti-plongée que vous voyez là était un de ces gadgets. La Suzuki 1100 Katana était aussi une moto de course et elle courait en France, en championnat de France d'endurance. Et nous avons retrouvé un de ses anciens pilotes, le très célèbre, le très fameux Philippe Monneret. Salut Philippe. Ça va? Ouais. Alors, donc parle-nous un peu de tes souvenirs et de cette machine quand tu courais avec à l'époque. j'ai fait une saison avec. Alors déjà, quand on l'a vu arriver, c'était quelque chose d'exceptionnel. On s'est dit, c'est incroyable, cette machine avait une gueule. On l'avait rodée, je me rappelle, j'étais parti la roder sur la route. Alors je ne sais pas si on avait fait le bon choix, mais en tout cas, elle avait de la gueule. Quand on l'a rodée sur l'autoroute, les flics n'arrêtaient pas de nous arrêter, pas pour nous verbaliser, mais pour l'admirer. Mais pour l'admirer. Ils nous disaient, non, mais laisse tomber, c'est juste pour la voir. Donc on est arrivé et on s'est vite aperçu qu'il y avait quand même des problèmes de tenue de route, notamment de cadre. Hein. Le cadre qui bougeait beaucoup. Et dans la courbe d'un lobe, je me rappelle, parce qu'à l'époque, c'était la courbe d'un lobe complète. Donc les commissaires, quand on arrivait, ils se dégageaient tellement elle faisait comme ça. Et après, on s'est aperçu qu'on avait quand même cassé le cadre, fissuré le cadre. Par contre, le moteur, ça marchait. Ouais, le 1100 Suzuki de l'époque, oui, c'était une ça référence. marchait, c'était vachement bien. On a toujours eu beaucoup de problèmes de châssis. Il y avait le bol d'argent aussi à Montlhéry, où il y a eu 40 cm d'eau dans les stands. Voilà, et puis Suzuki, j'ai toujours été attaché à cette marque. Donc j'étais content de piloter cette moto, même si c'est une enclume, hein. Je ne sais pas combien ça fait de kilos, je ne me rappelle plus. Oh, 230, 240, ouais, voilà. Donc ça forme la jeunesse. Hein, voilà. Après, quand on monte sur plus léger, on est content. Voilà. Et à l'époque, c'était quand même le moteur de référence en termes de puissance et de vitesse de pointe. C'était la machine de série la plus rapide au monde. Alors je ne me rappelle plus combien ça faisait, peut-être 230 ou dans ces eaux-là. Voilà. Mais je l'ai reconduite au Castellet. Alors tu sais que j'ai une H2R là-bas où je prends 360 et je l'ai reprise et instantanément dans le bout droit j'ai commencé à décélérer, je devais être à 2,30 compteur, elle a commencé à faire ça, j'ai coupé, je suis rentré dans les stands, j'ai dit bon, elle est bien en moto de collection. Exactement, voilà. Non mais vaut mieux, voilà, préserve-la. Voilà. Merci Philippe de nous avoir accueillis avec cette belle Katana. Et puis la prochaine fois pour ressortir une autre vieillerie du garage. J'en ai plein. Hein. Je sais. T'embrasses David Dumas pour moi? Ah bah j'y manquerai pas. Aucun rapport avec les vieilleries, hein. C'est pas pour ça que j'ai dit ça, hein. Ça va pas faire penser à lui. Bon, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Bonjour lieutenant. Michael, bonjour. Lieutenant, aujourd'hui c'est pas la peine, on est entre motards. Damien, ça fera l'affaire. Ah bah merci, ça fait plaisir, voilà, sympa. Alors Damien,
Tu es venu avec une Yamaha chez Honda Bonduelle. Absolument. Voilà. Un 1300 FGR. 1300 FGR, bah, c'est la moto bien connue de la gendarmerie. Tu es commandant du peloton de gendarmerie motorisée, ça à Cambrai. C'est ça, commandant du peloton motorisé de Cambrai. Voilà, Absolument. très bien. Et tu es venu voir Nicolas et nous voir aujourd'hui pour nous parler d'une formation, de la sensibilisation aux 2 roues pour les jeunes, c'est ça? C'est ça. En fait, avec la DDTM, c'est la direction départementale des territoires et de la mer, on met en place 2 fois par an une action un rallye moto, une reprise de guidon. D'accord. L'idée étant qu'après la période hivernale où la moto est quand même restée au garage pour une partie des pratiquants de la moto, de reprendre de bonnes bases et puis de reprendre la moto en toute sécurité avec des conseils techniques. Et à cette occasion, Nicolas Bonduelle, en fait, c'est un partenaire tout à fait actif dans ce domaine. L'année dernière, il était déjà présent. Et il vient non seulement présenter du matériel de sécurité, je pense au gilet airbag, Voilà. Au gilet airbag. Par choc, mais airbag. Je pense au gilet airbag et aux gants homologués, etc. Mais au-delà de ça, au-delà de présenter ce matériel, il a aussi une action où il présente la position adoptée en cas de chute. Alors en tant que gendarme, vous êtes des professionnels de la route avec une formation très poussée sur le maniement de la moto et sur tout ce que la sécurité peut représenter. Mais avoir un ancien compétiteur, un professionnel de la moto en tant que concessionnaire, c'est aussi pour vous quelque chose d'important et de complémentaire. C'est complémentaire parce qu'il amène une expérience qu'on n'a pas forcément en compétition et sur circuit. Et puis au-delà de ça, il amène aussi, il a une clientèle, il connaît un tas de motards et nous on essaye aussi de faire le lien entre le motard lambda, les motards en général et le milieu motocycliste gendarmerie et de s'ouvrir à ce milieu-là un peu plus et de permettre, ça permet aussi aux gens, au-delà de la technicité et de la sécurité autour de la moto, ça permet de découvrir le milieu gendarmique un peu différemment. D'accord. Et nous, il nous permet de faire ce lien. Tu vois. Et justement, quels sont les types de personnes qui viennent à ces stages? Est-ce que ce sont des jeunes, des débutants ou des personnes expérimentées qui n'ont pas conduit depuis longtemps? Nous, on aime avoir les jeunes permis. Ouais. C'est-à-dire, bon, c'est peut-être les plus durs à toucher. Ouais. Et c'est aussi grâce à Nicolas qu'on arrive à toucher ce type de public, puisque lui, tous les motards viennent chez lui pour oui, parce que c'est un vrai passionné, on sent qu'il attire du monde à lui et qu'il a envie de partager. Complètement. Donc les gens lui font confiance, quoi. Exactement. Mais bon, globalement, c'est quand même plus des gens avec une certaine expérience déjà de la route et une certaine sagesse. Quels sont les types d'exercices que vous proposez? Alors la journée se décompose en 2 parties. Une première partie qui est vraiment sur du pilotage, où on explique la trajectoire de sécurité telle qu'on nous l'apprend à Fontainebleau. On l'explique sur une quinzaine de minutes avec un petit diapo et ensuite on la met en application sur un circuit qui fait une centaine de kilomètres. D'accord, ah oui, il y a une vraie balade. Il y a une vraie balade. C'est un vrai moment convivial. D'accord. Donc encadré devant, derrière par des gendarmes. Par des gendarmes où voilà, après on la met en application et éventuellement on donne quelques petits conseils à ce moment-là pour rouler en toute sécurité. Quand on a fait ça le matin, par exemple, pour ceux qui vont faire le rallye le matin, la balade, l'après-midi, il y a 7 ateliers. Il y a 4 ateliers dynamiques qui sont des parcours lents. Il y a un atelier prévention routière avec un quiz, des questions de prévention routière, code de la route. Et puis ensuite, il y a 4 ateliers dynamiques. On a le freinage d'urgence. C'est important. On a le chicane blanche. On a des virages plutôt réguliers, un slalom entre des cônes alors tout ça, ça se fait en première vitesse. C'est une sorte de super plateau de permis. C'est ça. Voilà. Et puis on rappelle un petit peu ça. Exactement. On a un double alpha où, en fait, l'idée étant d'appréhender sa moto à faible vitesse en première, sans toucher à l'embrayage, sans toucher au frein. On voit souvent que dans les reprises de guidon, la gêne, elle est aussi à basse vitesse, dans des manœuvres à basse vitesse, évolution lente, où on a peur de perdre l'équilibre. Souvent. C'est exactement ça. L'idée, c'est de reprendre confiance en sa machine, sur la route. Donc au terme de cette journée du 5 mai, mais celle du 26 également sur la Bassée, donc celle du 5 mai à Connery. Oui. Après tous ces ateliers, après cette journée conviviale, on va faire gagner un gilet airbag.
Un gilet airbag qui va être gagné à un des stagiaires. Ouais. On est avec Tom Pagès qui nous a rejoint sur le salon dans le stand Yamaha. Salut Tom. Salut. Ouais. Donc t'enchaînes les événements en ce moment. Tu étais au Dandy Riders Festival. Tu as fait une course de dragster. Exactement. Ouais, en ce moment l'actualité est chargée. Déjà cet été c'était surtout les X Games. Ouais. Ma première médaille d'or là-bas aux US, donc c'était vraiment énorme. Et puis maintenant un peu plus de prestats comme surtout avec Yamaha, voilà, les Dandy Riders, faire du dragster pour la première fois. Donc c'était vraiment énorme sur ce custom de fou. Et voilà, aujourd'hui le salon de la moto, et voilà, j'essaie d'être partout, d'être présent au maximum. Ouais. Donc on t'a demandé de choisir un véhicule. Tu as choisi celui-là. Pourquoi? Je suis toute l'année sur 2 roues et maintenant 3 roues. Ça se rapproche de 4 roues, donc ça sera peut-être l'avenir. C'est de la technologie. Tu t'envisagerais de sauter avec ça? Et c'est un truc à essayer parce qu'il paraît que c'est hyper performant sur la piste. Donc non, mais tu peux rouler vraiment vite et fort avec ça. C'est une super bécane. Et du coup, pourquoi pas tenter le flip un jour? Pourquoi pas tenter le flip à 3 roues? Ce serait peut-être plus stable, plus facile. Et je t'ai vu discuter avec Jean-Claude Mousset là. Tu nous préparerais pas un Touquet quand même? Non, Jean-Claude c'est un ami de très très longue date. C'était mon coach quand je faisais le Touquet il y a quelques années. Et là c'est mon pote. Mais le Touquet, pas tout de suite, mais un jour. C'est sûr. Bon, alors Tom, voilà, toi tu es mondialement connu pour le freestyle, motocross, ce que tu fais, les X Games cet été. Est-ce que tu prépares encore deux nouvelles figures? Est-ce que tu prévois d'aller encore plus haut que ce que tu fais? Parce que chaque année tu nous dis c'est bon, je suis arrivé à ce que je voulais. C'est une bonne question. En fait, il s'est passé une chose bizarre. C'est que je me suis dit, si tu veux, le jour où je passe le double flip, j'aurai atteint mon but ultime et je pourrais me donner le droit de partir. J'ai fait ce double flip, je me suis mis à le réaliser en compète, je me suis mis à lâcher les mains pendant le double flip, donc des double flips no-end qui m'ont permis de gagner les X Games cette année. Et je suis maintenant sur d'autres figures un peu différentes. Donc finalement, j'arrête de me fixer des objectifs, je continue et puis on verra bien où ça m'amène. Tu t'entraînes très dur, tu te fais toujours plaisir Tom quand tu sautes? Le plaisir, c'est différent parce qu'aujourd'hui le plaisir tu peux le retrouver grâce à des opportunités comme avec des prestats Yamaha, quand on me propose d'aller au Dandy Rider, d'aller conduire des bécanes juste incroyables que j'aurais jamais pu piloter dans ma vie parce que c'est comme des opportunités géniales et ça c'est du vrai plaisir. Et le plaisir moto, je le retrouve surtout sur de la performance, comme aller gagner des médailles. Mais c'est vrai que mon quotidien est difficile aujourd'hui. Ouais, le quotidien, c'est de sauter tous les jours ou presque. C'est de m'entraîner tous les jours, matin et après. Et là, ça ne te manque pas une journée comme ça parce que tu sautes pas aujourd'hui? Sachant que dans 2 semaines, je suis à Sydney pour les X Games d'Australie. Ça fait un gros break une journée. Ouais, ça fait un gros break une journée. Tu repars ce soir? Je repars ce soir, demain matin sur la moto. Bon, super, merci Tom. Et puis on essaiera ensemble celle-là. Tu nous feras le plaisir de on fait comme ça, faire un petit saut. Qui va le premier et je te regarde et j'y vais après. Ça marche. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du 2 roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes 2 roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre 2 roues. Pour ce web atelier, on est en présence d'un véritable bureau d'études avec une planche à dessin et dessus le schéma du cadre de la KB1 à côté. On va parler réfection de cadre ancien. Tout à fait, on a voulu faire un petit clin d'œil ici à Lyon avec les motos spéciales et recréer un peu l'ambiance d'un bureau de design et d'un atelier. Montrer aussi ces motos toutes nues, montrer ces motos en cours de restauration. On a les planches d'usine, les tarifs, les lettres circulaires de l'usine et puis là on a la moto à restaurer. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la restauration, qui serait intéressé par restaurer une moto ancienne pour la réfection du cadre? Parce que le cadre c'est un élément de sécurité, il faut vraiment surveiller, il y a des points importants. Alors effectivement, d'abord prendre le temps, se donner les moyens, tout démonter, tout mettre à nu, confier le cadre à un spécialiste équipé d'un marbre, faire contrôler à la fois son alignement. On a des outils qui font 2 mètres, qui contrôlent vraiment tous les aspects du cadre. Et puis aussi regarder les soudures, parce qu'on est sur des vieilles machines qui ont pu avoir une existence lourde, chargée, des chutes, des accidents.
Donc tout bien ça n'est faire pas vérifier. forcément visible à l'œil nu. À l'œil nu du profane, sûrement pas. À l'œil du professionnel, bien évidemment. On redresse, on remplace, il se peut que tu coupes la boucle arrière, passer une autre boucle, ou tu essaies de préserver au maximum les éléments Alors, d'origine. on redresse et on remet en ligne, oui, ça c'est l'affaire d'un sous-traitant spécialisé dont c'est le métier et qui est équipé pour. Remplacer des éléments de la structure du cadre est toujours délicat quand on peut éviter de le faire, mais s'il faut sauver la moto pour la préserver, ben, on y passera. Par contre, sur les motos de série, on a souvent des petites pattes, des petits accessoires qui tiennent les clignotants, tout ça qu'il faut remplacer parce qu'ils ont été supprimés. Mais on reste quand même sur la structure d'origine de la moto. Donc s'il y a un conseil à donner, quand on se lance dans un projet de restauration d'auto ancienne, le cadre, vigilance, attention, demandez le conseil à un professionnel. Salut tout le monde, c'est Thibaut, on est de retour à l'usine MV Agusta et cette semaine on finit de préparer mes deux motos, la Stunt et la Drift. On a commencé par bosser sur l'amortisseur, on a rehaussé un petit peu la moto parce qu'elle était un peu trop sur l'arrière et du coup j'avais un poil trop de grip. Donc ça c'est bon, on a aussi changé l'embrayage, on a remis l'embrayage qui est d'origine sur cette moto parce que d'origine la F3 elle a un embrayage anti-dribble, du coup ça va être vraiment cool pour rentrer en glisse. Donc prochaine étape, mapping et on refait un deuxième test. On fait encore quelques réglages, ils veulent changer 2-3 trucs sur l'embrayage apparemment et il faut qu'on change le mapping aussi pour encore réduire un petit peu le frein moteur. Sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour la suite, faites attention à vous, ciao. Salut Jean-François, merci d'être venu. David, bah écoute, merci de m'avoir invité en tout cas. Ouais, alors on est ici chez quelqu'un que tu connais bien, chez Philippe Michel. Pour nos internautes, est-ce que tu peux nous resituer ta carrière et ton palmarès? J'ai été en l'espace d'une carrière de 20 ans, de 69 à 89, j'étais 4 fois champion de France, j'étais une fois vice-champion du monde, en 250, hein, oui, toujours. En 81. Oui, alors que les championnats de France étaient en endurance et en 500. Et ensuite, j'étais donc une fois vice-champion du monde et 3 fois troisième au championnat du monde, en 350 et 250. D'accord, avec 5 victoires en Grand Prix. Ah oui, ça c'est quelque chose dans les comptes. Dont sur Kawasaki, évidemment. Ouais, sur Kawasaki et Eurotros aussi. Ma première victoire en Grand Prix, c'était sur Kawasaki, en 81. Toi, tu m'as parlé aussi de quelqu'un à qui Kawasaki doit beaucoup et que tu connaissais bien. Ben, si on est tous là, Ouais. c'est grâce à Xavier Maugendre. Xavier Ouais. Maugendre qui était en 70 un passionné de moto et un petit peu aussi quelqu'un qui voulait faire des affaires dans la vie. Donc. Ouais.
Et il a décidé d'importer Kawasaki. Mais imaginez-vous en 1970 ce qu'était Kawasaki. Quand on disait Kawasaki, déjà qui était nom dur à prononcer. Ah oui, mais c'est des motos japonaises, on n'aura jamais les pièces. Et il a fallu quand même arriver à faire partir cette marque de rien du tout. C'est lui. Il a su tâter. Je me rappelle son bureau. Il a mis tout son argent dans ça et son bureau était fait avec les caisses des motos. Quand il recevait les caisses Japon, il démontait les bois, il a fait son bureau en bois, il a commencé comme ça. Il a fait appel à Gaudier Genoux qui a gonflé ses Kawasaki de route pour se battre. Les fameux duels Jean-François Baldé, Christian Léon et Chemarin. Honda, Kawasaki. Honda, Kawasaki. Et là on parle de Kawasaki, donc c'est lui. Et à chaque fois que je vais faire une démonstration de moto, vous savez, il y a des démonstrations en Italie ou etc. où ils réunissent les anciens pilotes, etc. Eh bien, j'amène Xavier Maugendre que je porte toujours sur moi. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Voilà, et quand je l'amène, vous voyez, ils disent quand les hommes étaient des hommes, et voici Xavier Maugendre. Et à chaque fois que je le mets sous ma combinaison en cuir, j'y allais Xavier, on va faire un tour en moto. D'accord, voilà. Alors justement, nous, ici, on va t'emmener à l'intérieur, on a une petite surprise pour toi, préparée par Philippe Michel et un passionné qui s'appelle Jean-Luc Borgetto, que tu connais, bien sûr. Et on va te montrer. Ah bah j'adore les surprises. Hein. Bon, Jean-François, voilà, cette moto, je crois que tu la connais. Eh oui, c'est la moto avec laquelle j'ai gagné mon premier Grand Prix. Ça, c'est ton casque avec tes couleurs. Ah oui, moi je suis très cocardier. À ce sujet, le fait d'être assez cocardier, lorsque j'ai gagné mon premier Grand Prix en Argentine, il y avait 50 000 spectateurs qui étaient venus, argentins en principal, et au son de la Marseillaise, ils se sont levés tous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que personne ne sait, ou certains, le héros, le libérateur de l'Argentine s'appelle Saint-Quentin. Et il est né à Boulogne-sur-Mer. Donc quand vous arrivez à Buenos Aires, vous sortez de l'aéroport et vous voyez Boulogne-sur-Mer. Ça fait un petit peu drôle. Et c'est le libérateur. Donc les Français sont portés très haut. Ah bah, une petite séance culture, comme on en a souvent dans Sans Concession. Jean-François, cette moto, elle avait quelle qualité, quel défaut quand tu l'as pilotée? Sa qualité, c'était sa tenue de route. Il n'y avait rien à changer. On pouvait mettre le ressort dur, mou, n'importe quoi, et tiens, toujours la route. C'est pour ça qu'il y a eu des pilotes après qui les ont eus, qui étaient des casse-cous qui, avec une autre moto, tombaient toutes les courses. Enfin, j'exagère un petit peu. Et dès qu'ils ont eu cette moto, il a fait 3e au championnat du monde. D'accord. Hervé Guilleux. Le petit inconvénient, c'est que par rapport au Yamaha, à part peut-être celles qui étaient vraiment de l'usine, elles étaient, disons, à égalité, soit un tout petit peu moins, mais la tenue de route compensait. D'accord. Qu'est-ce qui change? Cette moto, tu m'as dit, elle est authentique. Il y a même un tête-fourche, je ne sais pas si c'est d'origine. Ça, c'est les gicleurs. C'est les gicleurs, d'accord. Mais ça, c'est d'origine. Oui, oui. Voilà, on marquait, les mécaniciens marquaient le gicleur pour s'en rappeler, son moment de départ, qu'il y avait changement de pression, de température, etc. Enfin, pour tout avoir dans la tête. Alors Jean-François, au niveau de la mécanique, cette moto a un bicylindre en tandem, c'est-à-dire un cylindre devant, un cylindre derrière. Ça ne se fait plus, ça, sur la route. Les bicylindres parallèles sont plutôt face à la route. Combien elle développait de chevaux, cette moto? Elle développait 58 chevaux, je pense. 58, et les 350 faisaient 79 chevaux. Pour 100 cm3 en plus. Ça montait à 240. Il y avait 6 vitesses. Qui étaient tes adversaires à l'époque, les plus coriaces? Donc, au niveau international, c'était Anton Mang. Qui était aussi sur Kawasaki. Kawasaki. Carlos Lavado, qui était sur Yamaha. Et ensuite, les années après, j'ai eu comme adversaire Greg Hansford, toujours avec moi, et Johnny Cecotto, qui a fait après la Formule 1, etc. Qui était sur Yamaha. Qui était sur Yamaha. Et on a eu des duels, notamment au Nürburgring, où on a fait toute la course ensemble, et l'un ou l'autre. Est-ce que, j'ai une petite question, une petite dernière question, Jean-François, sur l'électronique. Il n'y en avait pas sur ces machines. Absolument pas. Est-ce que tu trouves que ça nuit au spectacle, ou est-ce que le spectacle est différent, mais tout aussi appréciable? C'est beau quand même, les Grands Prix, c'est beau. Mais simplement, si on continue comme ça, en exagérant un peu, on verra bientôt les pilotes derrière le rail en train de piloter leur moto avec un
un petit PlayStation. Enfin, la moto autonome voilà, a déjà affronté Rossi. Mais... Voilà, je voudrais pas que ça arrive, que ça en arrive là. Je ne veux pas avoir l'air rétro. Ouais. On est là pour voir un spectacle et on veut voir des marques se battre, mais on veut surtout voir des personnalités, des pilotes se confronter. Effectivement, la boue a joué un rôle considérable à San Diego. Il faut dire que les conditions étaient particulièrement extrêmes. À ce petit jeu, Cooper Webb, pas du tout à l'aise, termine 8e et perd la plaque rouge de leader. Même chose pour Black Baguette, il est vainqueur à Glendale mais il finit 9e à San Diego. Justin Barcia quant à lui crame l'embrayage de sa Yamaha et il abandonne. Même chose dans la catégorie 250 cm3. Colt Nichols perd aussi la plaque rouge en finissant loin derrière à la 10e place. Le français Dylan Ferrandis connaît des soucis mécaniques avec sa Yamaha. Il doit se contenter de la 7e position. La boue a fait des ravages à San Diego. Elle bouscule les 2 championnats. C'est en effet la première victoire de la saison d'Elitomac et il a été la chercher très loin. Lui aussi a connu des difficultés dans la boue, mais auteur d'un bon départ, il a réussi à s'en sortir mieux que les autres, malgré quelques frayeurs tout au long de la finale d'ailleurs. Il monte enfin sur la première marche du podium et passe du coup en tête du championnat à 4 points du français Marvin Musquin. Il a juste manqué à Marvin de faire un bon départ. Englué dans le paquet, c'est le moins qu'on puisse dire, le français a réussi à se faufiler et à piquer la 2e place à Ken Roczen dans le dernier tour, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour inquiéter Eli Tomac. Ce n'est pas grave, cette 2e place est super importante pour le pilote KTM qui reste définitivement dans la course au titre. Pour notre rubrique Technoshop, on s'est promené un petit peu dans le festival. Là, on est sur les tribunes au-dessus de la ligne droite des stands de Montlhéry. On est avec Sébastien Charpentier, double champion du monde Super Sport, vainqueur de 24 heures du Mans. Ça va, Seb? Ça va, Michael. Voilà. Tout va bien. Sébastien, c'est un fidèle de Honda. Tu es toujours resté fidèle à Honda. Hein? Absolument. Voilà. Toute ma carrière avec Honda et ravi d'être là aujourd'hui sur ce festival Café Racer où Honda joue aussi effectivement un rôle important en présentant la gamme et quelques motos un peu limited. Voilà. Alors, au niveau limited, vous avez fait un truc super. Tu as mis en relation Honda avec une boutique très tendance. Toi, t'aimes la mode, t'aimes le fashion, t'aimes le style. Sébastien, parle-nous un peu de nous ce concept. Bah, nous, Concept Store, c'est voilà, un beau projet avec une équipe de passionnés. Il y a beaucoup d'âmes. Voilà, du milieu streetwear, fashion, avec une communauté qui est aussi très passionnée de moto. Quand moi j'ai proposé de faire cette collab à travers une ligne de vêtements vintage qu'avait créé Honda, je me suis dit, voilà, on fait un patch nous sur le côté. Voilà, on a l'empreinte. Et là, du coup, c'est parti, quoi. On a fait une série de sweatshirts, de t-shirts. Justement, ce qui est sympa, les motards, ils aiment bien porter les couleurs de leur marque. Alors, c'était assez facile pour des marques comme Triumph, qui ont des très beaux logos Harley. Bah, forcément, tout le monde porte Harley. Pour les Japonais, c'était plus difficile. Ils ont mis du temps à venir, à refaire ressortir les beaux logos des années 70-80, comme celui-là qu'on voit, et qui sont terriblement tendance. Alors qu'il y a une vraie culture. Ouais. Toutes ces années-là ont marqué les esprits. Et voilà, ces couleurs, ça parle, ça plaît énormément. Et lors de la soirée, il y a même des jeunes qui achetaient le sweat alors qu'ils sont passionnés de tout ce qui est Nike Lab ou Adidas Consortium. Mais en haut, ils voulaient avoir le sweat ou le t-shirt. Et la moto, elle est tellement belle. Et voilà, cette moto, point d'orgue de ce partenariat entre Honda et nous et de cette soirée, c'était la CB 1000R aux couleurs de ce t-shirt, la couleur nous. Bon alors Seb, qui a réalisé ce projet de CB 1000R nous? Il y a du monde, hein, parce que du coup, à un moment donné, tu as cette base-là, tu as ce logo, l'aile, les couleurs des années 80. Et là, c'est le fameux Pierre Almonté qui design un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, il y a le peintre qui est Rémi Clamont, design. Et puis il y a... Il a fallu mettre tout ça ensemble, il a fallu remonter les pièces. Qui a réalisé ça? C'est notre ami Félix, la motocyclette. Et je me suis laissé dire que c'est peut-être dans le tuyau qu'il y ait une série spéciale. Hein. Je pense que c'est bien parti. Ouais. Et tant mieux, ça veut dire que ça a été bien fait, que l'idée de départ était bonne. Et nous, on est ravis que justement cette machine puisse sortir en quelques exemplaires. Donc je pense qu'il y en aura très peu, donc ça va être vraiment une édition limitée.
des motos exceptionnelles et rares. J'en vois plein qui sont en train de s'aligner les unes après les autres. C'est hyper sympa. Le public s'est massé pour regarder ce départ. Je te propose que nous on fasse pareil. Eh bien, on va faire pareil, mais ici, il y a une communauté, encore une fois, très grande de passionnés. Et c'est ça qui est beau dans le sport moto. Montlhéry, il y a une histoire. Voilà, et il faut qu'il y ait des histoires. Et ça, c'est devant nous et on en profite pleinement. Et on regarde celle du Café Racer. Tu nous disais, Marc, que c'est les 50 ans de la concession, 1969. 1969, c'est aussi les 50 ans d'une bande dessinée dont tu portes le nom sur ton vêtement, Jean-François, et c'est une bande dessinée particulière qui fête ses 50 ans cette année. Je te laisse en parler parce que tu es bien placé pour en parler. Effectivement, moi je suis au cœur de cette bande dessinée, Rahan, que tout le monde connaît. Rahan, sorti en 1969 dans le premier numéro de Pif Gadget. Donc dans ce numéro 1 de Pif Gadget, il y avait le Secret du Soleil, la première histoire, donc créée par mon père, Roger. Qui, bon, hélas, est décédé maintenant, parce qu'il est décédé le 31 décembre 1999. Donc, ça fait 20 ans qu'il est décédé. Et depuis 20 ans, j'écris les scénarios de Rahan. J'ai pris sa suite, donc, et aussi avec une petite maison d'édition qui commercialise les nouvelles aventures sous forme d'albums comme Astérix ou Lucky Luke ou Tintin. Ça a particulièrement ému notre réalisateur, Eric, ici présent, grand fan de la série. Il y avait Gottlieb et Rahan, mais je crois que ton père a embauché Gottlieb aussi. Exactement, oui, parce que mon papa Roger était rédacteur en chef du journal qui s'appelait Vaillant, avant de s'appeler Pif avec nouvelle formule où ils ont adjoint un gadget. Le journal Vaillant, c'était des épisodes à suivre à chaque fois, hein, c'était pas des histoires complètes, et il était rédacteur en chef pendant 5 années. Il a embauché Hugo Pratt pour Corto Maltese, il a embauché Gottlieb pour Galuron Belle-Lurette, après il a suivi dans la rubrique à Braque avec Pilote et ailleurs, mais il a aussi embauché Jean Tabary qui faisait Is No Good, et puis d'autres, hein, évidemment. C'était son rôle, hein, et en même temps qu'il était scénariste de bande dessinée, puisqu'il a fait pratiquement 40 personnages de bande dessinée. Rahan est un des 40. J'en citerai quelques-uns pour que ça revienne dans la mémoire de notre réalisateur qui les connaît sûrement bien, puisque bon, on a Teddy Ted, on a Capitaine Apache, Le Grêlé 713, faut arrêter, il a une petite larme qui commence à couler. Là, c'est un petit échantillon. C'est trop, ouais. Ouais, non, mais c'est impressionnant parce que c'est vrai que moi j'étais dans un monde un peu technique, la course moto. Après, bon, je me suis orienté après la moto vers le monde du nautisme, du bateau sur le lac. Ah ben, on va en parler juste après, mais un monde de passion finalement, plusieurs vies en une. Exactement. D'ailleurs, quand je le raconte, je m'étonne toujours un peu parce que je me dis, mais comment j'ai pu avoir le temps pour faire tout ça et cette passion-là avec des choses si différentes. Tu dessines toujours, on est d'accord. Je fais les scénarios, j'écris, je fais des petits croquis pour le dessinateur, mais André Chéret, toujours lui, est au dessin de Rahan depuis la création. Moi, c'est le scénario, comme faisait mon père, avec des petits croquis de temps en temps, parce qu'un petit dessin, des fois, vaut mieux que de longs discours. Et pour le dessinateur, c'est plus facile de dessiner un espèce de nœud coulant qui va piéger le héros en lui faisant un petit croquis que lui raconter en texte. Je roule sur une moto rétro, une Godier Genou, une Godier Genou qui a été refaite entièrement pour faire des démos. Et donc les gens viennent, ils rentrent sous la grotte Rahan et je fais des dédicaces d'albums et tout ça dans ces manifestations de démonstration à Dijon, au Castellet, à Imola, enfin encore sur les beaux circuits que j'ai fréquentés quand j'étais plus jeune. Donc c'est sympa. Je parlerai bien BD encore une bonne demi-heure, mais bon, on va être limité par le temps. Tu l'as abordé tout à l'heure, tu exerces aussi ta passion dans le nautisme d'abord et puis après dans les airs. Donc tu as fait terre, air, mer. Le nautisme d'abord, tu as possédé une concession non loin d'ici, c'est ça? Exactement. Bateau. Oui, concession bateau à moteur. Hein, pas de voile. Après ta carrière de pilote. Exactement. La carrière s'arrête début 83. En même temps, j'avais commencé le montage de cette société de bateaux. Donc des bateaux à moteur transportables de taille limitée, pouvant être transportés derrière les voitures, mais avec des caractéristiques bien particulières. À savoir, on a vendu dans les années 83 un brevet de semi-rigide. Donc quand vous montez dans un pneumatique avec une carène polyester, eh ben, vous pourrez penser à JF, puisqu'il est l'instigateur de ce développement. JF, c'est toi, tu as vendu ce brevet? Oui, le brevet a été vendu en fin 82 à Zodiac. Donc voilà, on l'a exploité pendant quelques années, puisque c'est eux qui étaient les fournisseurs des toiles.
Hein, ils nous fabriquaient les boudins autour du bateau. Nous, on fabriquait le polyester, on assemblait les bateaux. Ils ont trouvé l'idée géniale, donc ils nous ont proposé d'acheter le brevet. Marc, tu connaissais tous les pans de la vie de Jean-François? Oui, forcément, on se connaît depuis tellement longtemps maintenant. Oui, je connais toute sa vie, oui, tout à fait. Tu as d'autres clients un peu de cet acabit? Ah, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Monsieur Jack Crean, qui est un pilote de chasse au départ, colonel de l'armée de l'air, et puis après patrouille de France, donc une figure dans le monde de l'aviation. Après, il a fini commandant de bord Air France pour être plus sage. Et il m'a emmené dans les fougas magistères faire quelques pirouettes en l'air, là, ou dans des très vieux avions aussi de 1930, là, les avions en toile. Là, il arrive à me faire des doubles loopings avec ça, c'est rigolo. Est-ce que, Jean-François, la BD, le côté un peu ludique de la BD, t'a fait t'intéresser aux jeux vidéo? Alors, pas vraiment en vérité. Ça m'a plutôt interpellé sur la vie quotidienne, le pourquoi du comment, c'est-à-dire s'interroger sur les choses. Pourquoi on fait voler un vrai avion? Pourquoi on fait voler un jouet? Pourquoi on est adroit pour faire ceci? Pourquoi on tient bien en équilibre quand on fait du judo? Pourquoi ceci et pourquoi cela? C'est plus en vérité la vie de Rahan qui était, je pense, dans le fond, la mienne. J'ai inspiré mon père quand il a créé le personnage, parce qu'on venait de débarquer d'une résidence HLM dans le 94, j'étais tout minot, on arrive dans un petit pavillon avec 50 mètres de forêt de Sénart à l'arrière, donc immédiatement copain avec tous les jeunes à côté, j'avais 11 ans, hein. Et puis on fabrique des cabanes, on met des lianes, voilà exactement, donc on découvrait tout et il s'est dit tiens pourquoi pas avoir l'idée d'un héros qui découvrirait tout, donc partir de la préhistoire. Comme blancs. J'avais pas les cheveux blonds, là je les ai blancs, je les avais plutôt bruns, mais mi-longs. Non, c'est surtout l'adresse, moi j'ai fait beaucoup de judo pendant 15 ans, j'ai gagné quelques petits titres dans la région en tant que judoka, donc ça c'était un peu sportif, un peu animé, et ça a inspiré mon père pour faire un petit jeune qui allait tout découvrir de la vie, quoi.